Mais aujourd'hui, donc, la conférence porte sur Ancionas. Et je l'ai intitulée, donc, Ancionas, philosophie de la vie et responsabilité à l'égard de la technique. Parce que c'est un auteur, donc, du XXe siècle, très intéressant, qui a vraiment, enfin, qui n'est pas très connu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu, ou du moins qui ont entendu son nom, peut-être? Oui. Alors, il y a souvent quelque chose qui revient parfois, c'est l'idée donc du principe responsabilité, qui est le nom de son ouvrage principal, enfin de son ouvrage le plus connu, dans lequel il y a notamment un concept qui est parfois mobilisé, qui est celui de l'heuristique de la peur, qui est l'idée que, mais je reviendrai dessus à la fin de la conférence, que pour réussir à contrôler le déferlement technologique dont l'humanité fait preuve, il faut imaginer les situations catastrophiques qui pourraient être produites pour prendre des décisions concernant le développement des techniques. Et donc, c'est l'idée que la rationalité seulement ne peut pas être le moteur du contrôle de la technique, mais qu'il faut donc ce qu'il appelle une heuristique de la peur. Voilà. Mais je reviendrai dessus. Donc, je vais commencer en introduction par dire quelques mots sur Ancionas. Donc, c'est un philosophe juif allemand qui est né en 1903, qui s'est exilé d'Allemagne en 1933 en prononçant à ses amis les paroles suivantes. Je ne remettrai les pieds dans ce pays qu'en tant que combattant dans une force armée. Ce qu'il a fait en s'engageant ensuite comme artilleur dans une brigade juive avec un passeport britannique pendant la guerre. Et après la guerre, il n'a jamais voulu se réinstaller dans son pays natal. Et donc il a vécu un petit peu, enfin il a vécu en exil. Alors il a résidé successivement en Israël, puis à Montréal, à Ottawa, et puis finalement aux États-Unis, à New York. Et il s'est remis à publier en allemand uniquement en 1979, donc cet ouvrage, Le principe responsabilité, dont je parlais tout à l'heure un petit peu, et pour lequel il est le plus connu et dont le titre complet est Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique, et qui a été récompensé par le prix de la paix des libraires allemands en 1987. Il a un petit texte d'ailleurs où il se demande pourquoi est-ce que le prix de la paix lui a été remis pour cet ouvrage. Mais c'est intéressant de se demander pourquoi. Euh, alors on peut diviser son œuvre en trois parties principales et je ne vais pas tout développer, mais je voudrais présenter dans la conférence un peu le fil conducteur, le fil directeur de sa pensée, ce qui relie ces trois moments de sa réflexion qui sont pas évidentes à tenir ensemble au départ, mais qui reposent sur une profonde unité à mon avis. Donc ces trois parties, il y a une première partie de l'œuvre de Jonas qui est euh, un, un travail d'historien de la philosophie au départ en fait, qui est consacré au gnosticisme dans l'Antiquité. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement, le mouvement gnostique, je vais dire quelques mots dessus pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et alors, il y a une deuxième partie où il développe ce qu'on appelle une philosophie de la nature, une philosophie de la vie, dans cet ouvrage-là qui s'appelle Le phénomène de la vie vers une biologie philosophique, qui est un ouvrage très dense et très intéressant également. Et puis il y a une troisième partie où il développe plutôt, disons, une anthropologie philosophique et des réflexions éthiques sur la place de la technique et de la technologie, mais où il examine aussi différents phénomènes, je ne sais pas comment le dire, j'avais écrit qui développait une réflexion sur l'après Auschwitz. Parce qu'il a un texte aussi, un petit texte très beau, moi c'est mon préféré, qui s'appelle Le concept de Dieu après Auschwitz. Voilà. Donc un petit peu les phénomènes qui posent problème et qui sont liés spécifiquement au XXe siècle, qui sont de différentes natures, mais qui pointent vers la spécificité, disons, de ce qui se passe au XXe siècle. Voilà. Donc je vais essayer dans mon exposé de présenter un peu ce qui a fait l'unité
philosophique de cette œuvre, euh, et qu'on pourrait formuler de la manière suivante. Donc j'emprunte juste une petite citation à un commentateur de Jonas. Voilà ce qu'il dit. La tâche la plus urgente du philosophe, donc de Jonas, lui parut de repenser le dualisme. Le dualisme, ça consiste à séparer la nature et l'être humain en deux parties qui sont de nature tout à fait différente, par exemple entre l'âme et le corps. Donc de repenser le dualisme hérité de Descartes, du cartésianisme, et de formuler une éthique nouvelle fondée sur la découverte d'un principe dans la nature des choses. Élaborer une philosophie de la nature capable de surmonter la division du travail en vertu de laquelle la nature serait livrée aux sciences de la nature uniquement, tandis que réciproquement, toutes les explications sensibles qui relèvent de la subjectivité et de la sensibilité des êtres humains relèveraient donc de la subjectivité et des sciences de l'esprit. Tel était son objectif. Si j'essaie de résumer cette citation, c'est l'enjeu de la pensée de Jonas, c'est d'essayer de dépasser les différentes formes de dualisme, de séparation entre différents domaines et de penser plutôt leur unité. Euh, alors, donc je vais prendre les trois parties de son œuvre et je vais essayer de montrer comment est-ce que ça se relie et pour aboutir à la question sur la base de la technique. Donc, dans la première partie, je vais parler donc de ses réflexions sur le gnosticisme, les gnostiques, et sur l'intérêt que cela a, d'après Jonas, pour comprendre aussi la modernité, et notamment des courants philosophiques qui semblent très éloignés des gnostiques. Je vais dire tout de suite de quoi il s'agit. Par exemple, l'existentialisme. Et ça, c'est très intéressant parce que euh, Hans Jonas, donc au départ, c'est un historien de la philosophie, mais chose qui n'est pas toujours le cas, c'est un historien de la philosophie qui fait de l'histoire de la philosophie en philosophe. C'est-à-dire, il ne se contente pas simplement de euh, reconstruire les pensées du passé, mais il essaye de faire des ponts et d'essayer de comprendre les résonances que ça peut avoir aussi avec notre époque pour la pensée. Et donc c'est très passionnant à lire parce que c'est à la fois quelqu'un qui est très précis historiquement, qui étudie vraiment patiemment les doctrines du passé et qui en même temps fait des ponts avec euh, la signification finalement universelle que peuvent avoir les pensées de l'histoire de la philosophie, enfin les philosophies passées. Alors, voilà ce qu'il écrit dans, je vous ai mis donc dessus dans le petit papier qui a été imprimé, une petite citation que je vais commenter. Il écrit ça dans un article qui au départ était la conclusion de son livre sur les gnostiques, qui s'appelle La religion gnostique, euh, qui s'appelle donc l'article Gnose, existentialisme et nihilisme. Il dit, il présente un peu sa démarche. Lorsque, voici de nombreuses années, je me tournais vers l'étude de la gnose, je découvris que les points de vue, l'optique pour ainsi dire, que j'avais acquis à l'école de Heidegger, me rendaient capable de voir des aspects de la pensée gnostique qui avaient auparavant échappé. Et je fus de plus en plus frappé par le caractère familier de l'apparemment tout à fait étrange. Rétrospectivement, je suis enclin à croire que c'était le frisson de cette affinité obscurément ressentie qui m'avait attiré d'abord dans le labyrinthe gnostique. Ensuite, faisant retour à mon lieu propre, la scène philosophique contemporaine, après un long séjour dans ces contrées lointaines, je découvris que ce que j'avais appris là-bas me faisait à présent mieux comprendre le rivage d'où j'étais parti. L'existentialisme, qui se voulait l'explication des dimensions fondamentales de l'existence humaine comme telle, est la philosophie d'une situation particulière, historiquement marquée de l'existence humaine, et une situation analogue, bien qu'à d'autres égards très différente, avait donné naissance à une réponse analogue par le passé. Alors, pour comprendre cette citation, il faut que je fasse, je pense, un petit point sur ce que c'est que les gnostiques. Je suis pas sûr que tout le monde ait en tête de quoi il s'agit, la gnose. Il y en a qui connaissent pas? Ah, c'est tout un continent. Vous connaissez les Cathares, non? Les Cathares, on les range parfois comme des enfin comme appartenant au mouvement gnostique. Alors, les gnostiques, historiquement, c'est un ensemble de mouvements religieux des 3 premiers siècles de notre ère, dans l'empire hellénistique, et puis qui s'étend jusqu'aux frontières orientales de l'empire
et qui se caractérise par plusieurs traits. Alors, je vais les présenter rapidement pour montrer le lien avec, avec la philosophie moderne et avec la situation moderne. Même si ça peut sembler très éloigné au départ, ce qui est assez intéressant chez Jonas, c'est qu'il fait un parallèle entre des choses qui sont très éloignées. Ça donne à réfléchir. Alors, l'intuition fondamentale des gnostiques, donc, de ces mouvements un peu, des sectes religieuses, bon, des 3 premiers siècles de notre ère au départ, puis après qui se continuent dans, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'au Qatar. Euh, alors, leur intuition fondamentale, c'est d'avoir une saisie du monde qui est radicalement dualiste, justement. Tout à l'heure, j'ai prononcé le terme de dualisme. Et en fait, il y a même un double dualisme. Ils séparent, ils ont une sorte d'intuition du monde où l'homme et le monde sont complètement séparés. L'homme est appréhendé comme un être complètement étrange et étranger dans le monde et pour lequel le monde est complètement étranger. Un lieu de... Voilà, c'est comme si on venait d'ailleurs et que notre patrie originelle était perdue et qu'on avait été jeté dans le monde. Le fait d'être jeté dans le monde, c'est un concept qui est employé aussi chez Heidegger et chez Sartre. Ils décrivent comme ça l'existence, comme si on était jeté dans le monde. Bon, il y a une sorte de contingence. Et bon, ça c'est une première chose chez les gnostiques, c'est l'idée qu'il y a une séparation radicale entre l'être humain et le monde qui l'environne. Et il y a également une séparation du monde et de Dieu. Voilà, c'est ça les deux dualismes. C'est-à-dire il y a l'homme et le monde qui se font face de manière hostile et étrangère. Et les êtres humains ressentent une angoisse, un truc qui revient souvent chez les gnostiques, chez les existentialistes. Voilà, le rapport fondamental au monde, c'est celui de l'angoisse, où on se sent étranger au monde. Et il y a une séparation aussi entre le monde et Dieu. Voilà. Et donc, il y a plusieurs aspects qu'on peut détailler à ce propos. Donc, un aspect théologique. Ils affirment que le divin est étranger au monde et n'a aucune part dans la création du monde et dans l'univers physique et ne s'en préoccupe pas. Le vrai Dieu, il est hors du monde. Il est, il ne peut pas être du tout perçu dans les manifestations que l'on peut percevoir dans le monde. Et donc, c'est l'inconnu total, ce qui est absolument autre, inconnaissable, d'après n'importe quelle approche humaine ou n'importe quelle analogie qu'on pourrait tirer du monde pour le connaître. Dieu, c'est l'inconnu, l'inconnaissable, le tout autre. Alors ça, c'est une dimension également qu'on peut appeler cosmologique, c'est que donc le monde n'est pas la création de Dieu. Pas que Dieu n'existe pas, c'est que le monde n'est pas la création de Dieu, mais c'est la création, disent les gnostiques, d'un démiurge, d'une sorte une autre entité, un autre principe, un démiurge fondamentalement étranger aux considérations humaines, qui ne s'occupe pas d'eux, et même qui est en fait une sorte d'archonte, de despote, et que certains gnostiques identifient au Dieu de l'Ancien Testament, qui est violent, vengeur, qui a des passions, qui voilà. Et pour eux, ils réinterprètent le Dieu de l'Ancien Testament comme n'étant pas le vrai Dieu, mais comme étant une sorte d'autre Dieu subalterne, enfin un autre principe qui a créé le monde, mais c'est pas le vrai Dieu. Euh, et alors l'aspect anthropologique, si on s'intéresse à l'être humain, donc ça c'est le monde, Dieu, le monde et l'homme. L'homme, euh, et pour les gnostiques, alors c'est bizarre parce qu'il est dans le monde, il fait partie du monde. On voit bien que l'être humain est un être du monde, mais en même temps, il s'y sent étranger parce qu'il est composé de plusieurs parties ou de plusieurs niveaux d'être. Et l'être véritable de l'homme, ce qu'il a de plus intérieur, de plus intime, les gnostiques appellent ça l'âme. Non, pardon, ils appellent ça l'esprit, le pneuma. Ils distinguent chez l'être humain le pneuma en grec, donc l'esprit. Ils distinguent ça de la psyché, de la psyché, qui est l'âme. Et de la matière dont l'homme est fait, qui en grec se dit ulé, et donc ça donne des types d'hommes aussi pour les gnostiques. Donc il y a les hommes qui sont iliques, donc chez qui la matière prédomine, ceux par exemple qui préfèrent aller voir les concerts de jazz et se bronzer au lieu de venir voir des conférences de philosophie. Euh, Ensuite, il y a les, les, euh, les pneumatiques, enfin il y a les psychiques, les êtres psychiques, donc pardon.
je confonds toujours les êtres pneumatiques, donc ceux chez qui l'âme prédomine. Donc eux, ils sont déjà un peu plus élevés, ils raisonnent, etc. Mais ils n'arrivent pas à s'élever jusqu'au niveau ultime, au niveau le plus profond de notre être, qui est donc l'esprit. Pneuma, spirit en anglais. Voilà. Et donc, ça c'est intéressant parce que ça veut dire que ce qu'il y a de plus intime chez l'être humain est aussi inconnu quelque part. C'est quelque chose de très enfoui qu'on ne voit pas directement parce que ce qu'on voit c'est notre corps, notre matière qui nous semble étrangère. Et on voit ça aussi chez les existentialistes, chez Sartre, le rapport au corps est très problématique. Voilà, le corps c'est à la fois ce que j'ai, ce que je suis, mais qui est un obstacle parfois pour appréhender les choses. Bon. Et donc, dans cette manière d'appréhender les choses, des gnostiques, si je résume, l'homme est totalement étranger à la fois au monde et au Dieu qui a créé ce monde, auquel donc il ne doit aucune allégeance. Et donc le monde, en fait, est vu par les gnostiques comme uniquement la manifestation d'une sorte de puissance aveugle, contraignante, qui se manifeste par les lois physiques. Ok, il y a la gravité, bon, bah, notre corps est soumis à la gravité. Il y a tout un ensemble de processus biologiques qui sont désagréables chez les êtres humains. Voilà, il y a de la matière, c'est un petit peu visqueux. Le concept de visqueux revient aussi chez ça. Bon, tout ça est, quand on lit les gnostiques, vraiment, c'est vrai, c'est éclairant. Euh, voilà. Et donc, l'être qui a créé le monde, et donc le monde tel qu'il existe, est fondamentalement, c'est une puissance aveugle, indifférente aux désirs humains, et dans laquelle les êtres humains ne se retrouvent pas. Donc le monde n'est pas du tout le reflet de la sagesse ou de la bonté divine pour eux, mais d'une sorte d'absence de sens pour les êtres humains. Voilà. Et donc ils appréhendent l'univers principalement comme ça, comme une sorte de puissance aveugle. Mais ça pose un problème parce que l'homme est étranger à ça, justement, parce que l'homme, lui, il a une conscience. Alors, les gnostiques n'utilisent pas le terme de conscience, ils utilisent le terme de connaissance. L'être humain est capable de connaissance, et d'ailleurs, gnostique, ça vient de gnosis en grec, qui veut dire la connaissance. Donc, l'être humain, en tant qu'il est connaissant, ou on pourrait dire aussi, si on voulait moderniser, en tant qu'il est conscient, en fait, hein, une connaissance de lui-même, eh bien, il est essentiellement il s'oppose à ce monde aveugle. Donc c'est pour ça qu'il s'y sent étranger, parce que lui, il a une forme de conscience, de connaissance, mais qui semble totalement une exception dans la nature telle qu'elle se manifeste. Et donc c'est par la connaissance de soi, disaient les gnostiques, on pourrait traduire par la conscience de soi, la connaissance de soi, à la fois par la connaissance de soi et du véritable Dieu, pas le Dieu là qui a créé le monde avec les lois aveugles, mais du vrai Dieu étranger et hors du monde, et qui est impuissant en un sens. C'est de cette connaissance que les êtres humains peuvent tirer leur salut. Donc il y a un aspect qu'on appelle sotériologique, sotérion c'est le salut en grec, chez les gnostiques, donc ils cherchent le salut, et le salut va se trouver par le retrait hors du monde, par le retrait dans sa conscience, où l'être humain va communiquer par le biais de cette partie, donc sa psyché, pour cette partie très intime de lui-même, avec ce Dieu aussi hors du monde. Bon, alors, ça c'est les gnostiques, et vous lisez Après, bon, il y a plein de différences entre les différentes écoles, ils ont des modes de vie un peu différents aussi, et parfois étranges. On pourra rentrer dans les détails dans la discussion si vous voulez, mais euh, voilà. Et donc, cette connaissance rend l'homme radicalement étranger à tout ce qui existe dans le monde, et aussi souvent à ses congénères, puisque la plupart des gens sont dominés par la matière, voilà, et leur âme, et pas par leur esprit. Et donc, ça, c'est très singulier dans l'Antiquité. Et on peut le voir si on compare avec la conception classique du cosmos chez les Grecs, où le monde est considéré comme un cosmos, justement, comme un ordre, quelque chose qui est ordonné, alors que, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'ai pensé à un jeu de mots, mais je ne sais pas si ça marche très bien, mais chez les gnostiques, en fait, le monde est aussi comme un ordre, mais pas un ordre au sens de ce qui est harmonieux et ordonné, avec différentes parties qui s'agencent les unes aux autres, mais comme un ordre qu'on donne. Voilà, c'est comme si le Dieu avait donné des ordres qui se manifestent dans les lois de la nature, qui sont immuables. Et donc, le cosmos n'est pas un ordre au sens d'une harmonie, mais au sens d'un ensemble de lois
de la nature, justement. Alors, les lois, c'est des décrets arbitraires, voilà, qui ont été donnés par le mauvais démiurge. Euh, et donc, si on s'intéresse aux affects humains, le, dans un monde qui n'inspire pas confiance, qui est comme ça totalement étranger, l'affect principal, vraiment, chez les gnostiques, c'est l'angoisse. Ils sont angoissés, terrorisés par le monde. euh, Ils essaient de s'en retirer. L'angoisse, donc, chez les gnostiques, c'est ce qui révèle en fait notre étrangeté au monde. Notre conscience nous rend angoissés par rapport au monde. Et ça, c'est un point commun aussi avec l'existentialisme, puisque si vous lisez les textes de Sartre et aussi de Heidegger, qui est mentionné dans la citation de Jonas, qui a été le maître philosophique de Hans Jonas au départ, avec lesquels il a pris des distances après la guerre, mais qui l'a formé au départ. Bon, bah, l'angoisse chez les existentialistes, c'est un affect vraiment fondamental et qui n'est pas seulement un sentiment subjectif, mais qui nous révèle quelque chose du monde, qui est révélateur de l'être, de quelque chose qui existe en dehors de nous. Voilà. Qui délivre une forme de connaissance. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun chez les gnostiques et chez les existentialistes. Alors, euh, je crois que vous alliez au concert. Bon, je me dépêche de finir sur les gnostiques pour pas trop vous ennuyer. Euh, donc, qu'est-ce qui cause... Alors, Antoninus essaye d'interpréter, et ça va faire le lien avec la modernité, il essaie d'interpréter ce qui a pu causer cet état d'esprit chez les gnostiques. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, dans un monde où avant on considérait le cosmos comme une harmonie, on en vient à se sentir étranger au monde? Et alors, il a une hypothèse, lui, son hypothèse, c'est que c'est le contexte sociopolitique qui a fait perdre la pensée classique d'une relation de subordination, comme il dit, des parties au tout. Parce que finalement, le cosmos harmonieux, c'est ça, c'est qu'il y a une totalité avec des parties qui sont en relation, qui manifestent une relation naturelle entre elles, qui est claire, qui est identifiable, et, euh, et qui est en écho avec ce que vivent les citoyens de l'époque. C'est-à-dire que à l'époque d'Aristote, de Platon, si vous voulez, vous avez la cité, la police grecque, où les citoyens se retrouvent dans une communauté politique et qui a un sens pour eux, sur laquelle ils ont une possibilité d'agir, de participer. Bon. Et à partir du moment où il y a des empires, des formes impériales qui s'imposent, à l'époque hellénistique, le pouvoir devient quelque chose de très éloigné et, euh, et donc le monde devient quelque chose d'étranger parce qu'on n'a plus la possibilité d'avoir une prise dessus. Et donc ça pourrait expliquer que, en fait, il y a une sorte d'analogie entre la politique et la manière dont on perçoit la place de l'homme dans le monde. Euh, entre la politique et la métaphysique, quoi, en quelque sorte. Voilà. Parce que, voilà, d'ailleurs, le concept de loi, c'est un concept qui est à la fois politique et qui désigne aussi les lois naturelles, les lois de la nature. Donc on voit bien qu'il y a des ponts entre les deux. Et donc, à l'époque moderne, alors ce qui est intéressant quand on compare un peu les deux, c'est qu'à l'époque moderne, on a une situation en fait analogue à celle qu'ont vécu les gnostiques, mais pour d'autres raisons. C'est pas seulement l'impuissance politique qui engendre euh, certaine étrangeté au monde pour les modernes, mais c'est aussi le bouleversement qui est apporté par un autre phénomène fondamental qui est, vous voyez lequel? Qui est l'invention de la physique moderne. Depuis Galilée, disons, simplifié, enfin, oui, depuis Galilée, euh, la physique moderne se constitue en décrivant la nature comme traversée par des purs mécanismes, sans intention, sans finalité, disent les philosophes, sans qu'il y ait des buts qui soient poursuivis ou qui soient inscrits dans les êtres naturels. Et donc, euh, quand on appréhende le monde avec l'univers, avec cette idée, en ayant intégré la physique moderne, quoi,
la révolution de la physique moderne, eh bien la nature est confusément appréhendée comme indifférente à tout projet humain, à toute intention, tout désir humain. Et en ce sens, bon, ça Jonas se réfère à Pascal, qui est, qu'on peut- alors, il dit que Pascal, c'est un peu presque le premier existentialiste. Bon, je sais pas, on pourra discuter dans parce qu'il y a quand même Dieu chez Pascal, mais bon, disons, si on se situe au niveau du monde, il dit, voilà, le premier à avoir saisi cette révolution de la physique galiléenne, c'est Pascal. Je vous donne juste deux citations de Pascal qui sont données par Jonas. Voici ce que dit Pascal dans les Pensées. Il dit, euh, non, j'ai trois citations. Il dit, abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie. Voilà. Donc on a une sorte de solitude de l'homme. Chez Pascal, il y a encore un Dieu caché, bon, mais à partir du moment où il n'y a plus l'idée qu'il y a un Dieu ailleurs, eh ben, ça donne dans la pensée moderne l'idée que bah, voilà, on est dans un monde complètement aveugle, doué d'une puissance aveugle qui se manifeste par les lois de la nature, qui sont complètement étrangères à l'être humain. Et donc il y a une sorte de solitude de l'homme dans l'univers physique de la cosmologie moderne. Le silence là dont parle Pascal, c'est ça, c'est l'indifférence de l'univers aux aspirations humaines. Vous connaissez sûrement le, le fragment où Pascal parle compare l'homme à un roseau. L'homme c'est un roseau, mais un roseau qui pense, un roseau pensant. On a ce dualisme ici aussi, c'est-à-dire l'homme est le jouet des forces de la nature. Il va plier selon les lois de la physique, son corps et une partie de son esprit est soumise à des lois naturelles. Mais il y a la pensée par laquelle il peut, en même temps, en quelque sorte, s'extraire, ou en tout cas se distinguer du monde. Pascal parle aussi dernière citation, il parle de ce canton détourné de la nature dans lequel l'homme devrait se regarder comme égaré de ce petit cachot où il se trouve logé, l'univers visible. Et je pense que les existentialistes ouais, ont été des lecteurs de Pascal aussi, hein, c'est pas, enfin, on retrouve chez eux cette idée. Alors, si on essaye de dégager de ce petit panorama la signification philosophique de tout ça, qu'est-ce qui intéresse Jonas là-dedans? Alors, il insiste sur un problème, en fait. Ce qu'il dit, c'est que dans cette perspective-là, les gnostiques, ce que dit Pascal sur la place de l'homme dans le monde, ou ce que diront les existentialistes, en fait, l'être humain est complètement, euh, c'est incompréhensible le fait qu'il y ait des humains dans la nature. Parce que la nature est régie par des lois aveugles, et l'être humain, lui, il est capable d'avoir des projets, d'avoir une volonté consciente, d'avoir des intentions, de réfléchir. Bon, c'est un enfant trouvé métaphysique. Voilà. Ce qui semble contradictoire, dit Jonas, parce que comment une nature qui ne poursuit pas de fin, de but, pourrait-elle produire un être qui poursuit des fins, des buts? Chez les gnostiques encore, c'est compréhensible parce que il y a un Dieu, bon, inconnaissable, et il y a une partie de notre âme qui vient, qui est une sorte de fragment de ce Dieu. Mais à partir du moment où il n'y a plus Dieu qui est présent, et chez l'existentialisme, chez Sartre par exemple, c'est un existentialisme athée, ça pose un gros problème. C'est-à-dire comment c'est possible que un être conscient qui fait partie de la nature, un être naturel, conscient, qu'est l'homme, existe. Et donc on a deux possibilités. Soit on va avoir ce que Jonas appelle un monisme naturaliste. Monisme, ça veut dire que on va essayer de considérer, on va considérer qu'il y a un seul principe. On va mettre fin à ce dualisme. L'homme, le monde sont différents, c'est pas compréhensible. L'homme fait partie de la nature. Donc l'une des possibilités, c'est de considérer qu'en fait l'homme est en continuité avec la nature et que donc tout ce qui nous paraît intentionnel chez l'être humain est en fait, de manière détournée, euh, le résultat de processus biologiques, par exemple, dont on n'a pas conscience, ou de processus inconscients qui nous guident à notre insu.
Soit l'autre possibilité, et c'est dans cette voie que Jonas va s'engager, c'est de reconsidérer l'idée que la nature est totalement aveugle, que la nature est un ensemble de forces et de puissances mécaniques purement absurdes, en fait. Un pur jeu de mécanismes qui n'a pas de sens. Et qui, par le hasard, produit parfois des formes, voilà, telle et telle. Et donc, alors, voilà, comme il dit, à force de repousser tout anthropomorphisme, on en vient, dans la période moderne, à considérer l'homme lui-même sans anthropomorphisme. Donc, l'anthropomorphisme, c'est le fait de euh, voir les choses en projetant dessus des significations humaines. Mais donc, si on essaye de résoudre le problème du dualisme, à savoir que l'homme et le monde sont séparés, et qu'on dit l'homme du coup, fait partie de la nature, lui aussi, en fait, c'est un ensemble de processus mécaniques, finalement, on va être amené à considérer l'être humain lui-même comme n'ayant plus les spécificités humaines dont notre conscience pourtant témoigne. Et ça, c'est absurde d'après lui. Donc c'est pour ça qu'il rejette l'idée qu'il faille que la bonne explication pour résoudre le dualisme, mais je ne sais pas si j'ai été clair sur le dualisme, vous allez me dire, ce serait de réinscrire l'homme dans la nature comprise comme un ensemble de mécanismes et de processus aveugles. Au contraire, lui, il propose l'inverse, à savoir de redonner de reconsidérer philosophiquement l'idée qu'il y a de la finalité, peut-être, dans la nature. Il y a des processus qui sont dotés de finalité. Donc la finalité, c'est le fait qu'il y a un sens. C'est pas, les choses n'arrivent pas purement par du hasard mécanique. Voilà. Et donc, ça, c'est la deuxième partie de son œuvre. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un lien avec ce qu'il voit, le problème qu'il voit chez les gnostiques et la reprise des existentialistes, et sa philosophie donc de la nature. Oui, dites-moi. Eh ben non, justement, parce que en fait, le fait de rejeter l'anthropomorphisme, c'est légitime en un sens, de pas projeter des significations humaines sur la nature. Mais en fait, l'erreur qu'on fait, c'est que euh, on s'est rendu compte que bah voilà, les êtres humains dans le passé ont souvent interprété les phénomènes naturels de manière anthropomorphique. Ils ont projeté des significations humaines, par exemple dans l'animisme. Voilà, on projette des significations humaines, on pense que tous les êtres ont une âme ou un esprit similaire à ceux des êtres humains. Donc ça, Jonas ne revient pas là-dessus. Ok, le fait de rejeter un certain anthropomorphisme est légitime du point de vue des sciences de la nature. Mais le problème, c'est que, en fait, on considère que le modèle du sens, le paradigme du sens, est donné par l'être humain. C'est-à-dire que c'est comme si, euh, quand on essaye de voir s'il y a des buts qui sont poursuivis en dehors des êtres humains, on projetait nécessairement des choses humaines dessus. Mais en fait, non, on peut très bien avoir de la, un noyau de sens qui n'est pas anthropomorphique, en fait, mais qui n'est pas non plus du pur mécanisme. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, on oppose l'approche mécaniste de la nature et l'anthropomorphisme, alors qu'il y a une troisième possibilité qui est de considérer qu'il y a du sens, mais non anthropomorphique, dans la nature. Je sais pas si c'est clair. Ouais, oui, 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 ouais,
Et dire, pourquoi je raisonne comme un homme? Peut-être je raisonne comme un ours aussi. Mais ça, ce serait de l'anthropomorphisme, justement, de se dire que l'ours a un raisonnement analogue à celui de l'être humain. Pas de sans Bah si, il raisonnement. voit l'homme et il se dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ces hommes et tout. Là, Oui, on alors que projette un peu, oui, euh, voilà, la c'est ça que saisie. eux, enfin, lui aurait compris, nous, on n'aurait pas compris. Ouais. Ou alors, il peut se dire aussi, bah, il faudrait qu'on arrive à parler de la dialogue. Mhm. L'homme, c'est l'ours. Non, mais parce que hum, chez l'être humain, en fait, euh, il y a la raison, il y a la conscience, il y a des intentions conscientes. Disons ça. Chez les hommes, il y a ça, Ah oui, mais c'est ça, non? mais On expérimente ça, on peut faire des projets et tout. Bon, bon. Donc ça, c'est la saisie du sens paradigmatique des êtres humains. J'ai un esprit qui me permet de me projeter et d'avoir des intentions vis-à-vis de l'avenir et de réfléchir au meilleur moyen de l'atteindre. Bon. Mais ça, peut-être que ce n'est que un, quelque chose de particulièrement développé chez l'être humain, mais qui se retrouve de manière embryonnaire et sous d'autres formes au niveau des êtres vivants. Le fait de, non pas poursuivre des fins intentionnelles, mais le fait de quand même poursuivre des fins, des buts. Alors, je vais donner un exemple. Il y a un très célèbre, il y a un très bon chapitre qui est consacré à la signification du métabolisme au niveau des corps vivants. Qu'est-ce que c'est qu'un métabolisme? Le fait que les êtres humains, que les êtres vivants, pardon, euh, maintiennent leur forme en échangeant leur matière en permanence avec leur entourage et que donc ils n'ont jamais la même matière, euh, physiquement parlant. Ok, on renouvelle, je sais pas, par exemple, les cellules de l'estomac, ça se renouvelle tous les 7 jours. Donc si on regarde d'un point de vue purement physique, en fait, ça change tout le temps. Et pourtant, il y a le maintien d'une forme vivante à travers le temps, comme si un organisme vivant visait le maintien de sa propre forme à travers le temps. Alors ça, c'est pas une intentionnalité consciente. Il n'y a pas l'estomac qui se dit, oh ouais, c'est stylé d'être un estomac et donc je continue. Mais il y a des processus qui ne sont pas de l'ordre de la conscience humaine. Ça, ce serait de l'anthropomorphisme, vous voyez, de se représenter que, bah, en fait, on a un petit être humain qui contrôle, comme dans les dessins animés, là, qui contrôle les manettes, là, il a un ordinateur dans le cerveau, et puis quand il y a un problème, il envoie des informations et tout. Mais en même temps, il y a quand même bien quelque chose qui n'est pas complètement du hasard. Bah, on cicatrise notre corps, c'est pas nous consciemment qui cicatrisons notre corps quand il se lèse, quand il est lésé. Euh, et donc ça veut dire que l'organisme est capable de repérer s'il y a des problèmes et de maintenir sa forme, de la régénérer, de la perpétuer et de persévérer dans sa propre existence, en un sens. Vous vouliez dire quelque chose? c'est par rapport à cette histoire des animaux. À chaque fois qu'on parle Les comme ça, de animaux. mutualisme entre l'homme et la nature, je trouve qu'on est très entrecoupé et on laisse un peu les animaux de côté. Alors que Ah oui, les animaux, pour moi, c'est un peu. Bah, c'est comme si l'homme n'était pas naturel et tout le reste était oui, naturel. Alors que les animaux aussi, ils ont aussi une forme de conscience. Ils ont peut-être pas aussi de pensée aussi, on va dire, abstraite que les autres. Mais je sais pas, ça me dérange cette espèce oui. de coupure entre l'homme et la nature. Mais oui, oui, bah, c'est un peu ça que discute Jonas. Mais toute la difficulté est de le faire sans revenir à une sorte d'anthropomorphisme naïf. Comment on fait pour comprendre qu'il y a une forme, comme vous avez dit, de conscience animale, sans projeter notre forme de conscience sur les animaux, sans revenir au raisonnement de l'ours. D'ailleurs, une fable de La Fontaine qui s'appelle Le raisonnement de l'ours. Euh, si on prend les existentialistes, je ne sais pas si vous, par exemple, chez Sartre, c'est très clair qu'il y a cette opposition. Ça distingue le pour soi, donc les êtres qui ont une conscience, et l'en soi, c'est-à-dire les êtres qui sont dépourvus de conscience et qui sont, qui sont, qui ne visent aucune valeur. Et donc, il y a l'homme, et puis après, il y a tout le reste de la nature, y compris les animaux. Euh, et les végétaux, les pierres. En fait, pour Sartre, il n'y a pas de différence entre une pierre, un arbre et un ours. C'est c'est- c'est- c'est l'en soi. Absence de valeur, absence de toute forme de finalité. Et il y a l'être humain simplement qui est capable d'avoir des valeurs, de projeter des valeurs sur le monde
Mais du coup, à partir de quoi le fait-il, demande Jonas? C'est purement arbitraire. C'est ça qu'il appelle le nihilisme là dans son titre. C'est-à-dire il n'y a aucune valeur. Nihil, ça veut dire rien. Il y a aucune valeur. C'est l'homme qui arbitrairement projette sur la nature des valeurs, alors que la nature en elle-même est dépourvue de valeur. C'est-à-dire Mais justement, par exemple, le fait de cicatriser, ça veut dire que bah, la vie, le fait de perpétuer l'organisme, a une valeur pour le corps, indépendamment des intentions des êtres humains. C'est pas nous qui décidons de cicatriser. C'est un patrimoine. On l'a reçu, c'est un Oui, patrimoine qu'on a reçu, c'est oui. une caractéristique. Et alors ça, c'est un autre chose intéressante, c'est que donc ça, c'est la vie, quoi, en nous, et qui n'est pas, dont nous ne sommes pas à l'origine. Il y a des valeurs vitales, disons, dont les êtres humains ne sont pas à l'origine et qu'ils reçoivent de leurs parents, qui les ont reçus, et donc il y a quelque chose comme la vie, voilà, et c'est et c'est ce qui nous rapproche de la nature, c'est la vie, voilà. Euh, C'est pas parce qu'on est vivant, mais c'est aussi ouais. le travail, Alors ça, c'est le gros problème. Ceux qui essayent parce que là, de on se est défaire. lié au Ouais, vivant, ouais, donc c'est intéressant, mais ouais. c'est pas suffisant. Ça, moi, j'ai jamais trouvé. C'est une question qui m'embarrasse depuis longtemps. Si quelqu'un a une réponse, euh, chez tous les philosophes non dualistes, donc qui essayent de mettre fin au dualisme, et qui donc souvent sont tentés de faire ce que là je suis en train d'expliquer, à savoir de montrer qu'il y a dans la nature des, euh, des des valeurs, des valences, enfin voilà, de la finalité. Donc, qu'est-ce qui fonde de la nature inerte? Et ça, c'est c'est-à-dire, soit il faut aller jusqu'au bout, soit il y en a qui vont jusqu'au bout, qui disent, bah en fait, la pierre a une forme de finalité, mais très 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 lente, euh, voilà, qui est tellement étirée dans le temps que c'est une sorte d'existence extrêmement concentrée. C'est pour ça qu'elle dure d'ailleurs, parce que c'est très très faible son degré voilà, c'est d'intentionnalité. Mais il y a quand même le fait qu'elle existe dans la nature, ça montre qu'elle a quand même, voilà, il y a du magnétisme dans les pierres, il y a des choses un peu, voilà, qui échappent au pur mécanisme. C'est pour la Mais qu'est-ce qu'on fait des théorie nuages? Qu'est-ce qu'on fait de, voilà. des buissons qui expliquait justement cette finalité de l'organisme. Bah, le problème, alors ça, il examine Je pense qu'elle l'observe seulement, elle n'explique pas. voilà. Le- Si, elle l'observe. vous avez raison. Ça, il faut aussi répondre à la question Après, je sais pas ce que du tu fais dans la darwinisme. théorie de l'évolution, donc je sais pas exactement comment dire, mais Non, mais une manière d'expliquer qu'il y a l'être humain qui vise des fins, et puis la nature en fait qui est aveugle, et qu'un mécanisme aveugle a produit de la finalité, c'est l'explication darwinienne par la sélection, enfin l'évolution par la sélection naturelle. C'est-à-dire c'est que, pas une explication, c'est une observation. oui, attendez, je suis d'accord avec vous, mais l'idée c'est de dire, en fait, il y a des formes qui sont produites un peu tout- au hasard, toutes sortes de choses, et puis finalement, ce qui est adapté à son environnement ne disparaît pas. Donc ça veut dire qu'il y a des êtres qui sont adaptés, qui ont une adaptabilité, qui sont capables d'évoluer. Et ça, ce, ce que, ce que le darwinisme explique, c'est comment est-ce que les êtres évoluent, mais pas le fait qu'ils soient capables d'évolution. C'est ça que dit Jonas. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait, parce que le fait de pouvoir s'adapter et d'avoir par exemple des modifications génétiques dont on va hériter, etc., c'est une capacité de pro. C'est le possible qui fait que ça me déplace sur le possible. Le possible qui fait Voilà, c'est ça. Le darwinisme n'explique pas ce qui est au principe de l'évolution. Il explique les modalités de voilà. l'évolution. C'est bon, mais c'est On peut expliquer pareil, par exemple, comment l'œil se forme, les yeux, voilà, la rétine et tout ça, comment ça se forme. Mais on ne peut pas expliquer le fait qu'il y ait une sorte de puissance de voir à l'origine des yeux. Voilà. Alors,
On trouve ça un peu chez Bergson aussi, qui est assez proche de Jonas là-dessus. C'est-à-dire que voilà, l'évolution, il ne s'agit pas de nier la science, hein, c'est pas ça. Mais c'est de dire que, en fait, c'est une vue abstraite. La science, le point de vue que les sciences de la nature prennent souvent sur sur le monde est un aspect seulement. C'est pas la totalité ça ne rend pas compte de la totalité, en fait, de ce qui se passe. Et donc, du point de vue philosophique, il faut faire une philosophie de la nature. Et c'est ça, une philosophie de la nature, c'est... euh, alors, je reviens sur, justement, je fais le lien avec la deuxième partie, là, que je voulais, ça permet de faire une transition, très bien. De, Jonas développe une philosophie de la nature. Alors, la philosophie de la nature, bon, ça désigne euh, une partie de la philosophie, ou un aspect de certaines philosophies, qui existe depuis les philosophes grecs, hein, mais qui a été particulièrement, disons, moi, je dirais, développé depuis le 19e siècle, en réaction justement à une approche purement mécaniste de la physique moderne, qui consiste à s'interroger, à ne pas nier la validité des explications mécaniques de la physique, mais à s'interroger sur le sens et la signification des processus naturels. Alors, euh, en fait, j'ai repris tout simplement la définition de l'Encyclopédie Universalis de la philosophie de la nature, que je vais vous donner, et je vais la commenter. La philosophie de la nature, c'est l'ensemble des tentatives philosophiques d'interprétation et d'explication de la nature en vue d'une conception globale et d'une unification de l'ensemble de notre savoir de la nature, d'une élucidation des concepts fondamentaux des sciences de la nature, substance, matière, force, espace, temps, vie, évolution, loi de la nature, et de la connaissance des relations entre les éléments de la nature et la totalité de la nature. Donc, la philosophie de la nature, oui, c'est une approche philosophique. C'est pas, on va pas essayer d'expliquer pourquoi tel être naturel existe de telle ou telle manière, mais qu'est-ce que ça signifie qu'il y ait ces processus, qu'il y ait par exemple l'évolution. La théorie de l'évolution ne rend pas compte du fait qu'il y a une évolution, elle rend compte des mécanismes évolutifs. Ça, c'est la tâche de la philosophie de la nature. Et l'un des principes justement des philosophies de la nature, c'est que la physique moderne est abstraite. Pas fausse, mais abstraite. C'est-à-dire qu'elle n'étudie qu'un aspect de la nature, à savoir le mouvement. C'est ça finalement le mécanisme. Ça veut dire on étudie les mouvements qui s'enchaînent les uns aux autres selon le principe de causalité, mais elle n'étudie pas, enfin, elle ne s'interroge pas sur la force qui est derrière ces mouvements. Voilà. Donc chez les philosophes qui ont une philosophie de la nature au sens où j'en parle là, il y a l'idée que décrire purement en termes de mécanisme les choses, c'est ne pas saisir que derrière tout mouvement, il y a une force. Voilà. Ça veut dire pourquoi c'est quoi? C'est pourquoi? Ça veut dire quelque chose d'actif, qui agit, pas simplement quelque chose de passif qui subit, vous voyez, les lois de la nature. Voilà, la physique va expliquer pourquoi tel corps est en mouvement par le fait qu'il y a des forces de l'extérieur qui le poussent, voilà, de derrière lui, de l'extérieur, le poussent vers quelque chose. Voilà, et après, il s'adapte plus ou moins, il disparaît s'il n'est pas adapté. Mais en fait, les philosophes de la nature disent, mais non, bien sûr, il y a des mouvements qui sont purement contraints de l'extérieur, mais il y a aussi des mouvements qui ont une certaine autonomie, qui sont des mouvements qui viennent de l'intérieur des êtres eux-mêmes. Par exemple, euh, par exemple, un ours qui va chercher du miel, je vais reprendre l'ours, ou un ours, alors ça, c'est incroyable, très bien. Les ours, vous savez ce qu'ils font? C'est un truc très bizarre que il y a les naturalistes, ils ont posé des caméras dans la forêt et tout, et ils ont remarqué que régulièrement, il y a plein d'animaux qui viennent, et les ours, c'est très bizarre, ils se grattent tous sur le même arbre. Le dos comme ça, on les voit et tout, ils sont en train de se gratter le dos. C'est trop bizarre, c'est quoi? C'est un arbre qui a des propriétés astringentes, c'est qu'ils laissent leur... parce qu'avant, ils le reniflent, ou ils laissent leur odeur, là. Bon, ils ont une sorte d'instinct. L'instinct, ça vient de l'intérieur, c'est pas un pur mécanisme externe.
Qu'est-ce que c'est que l'instinct d'un animal exactement? Comment? Alors bien sûr, ça a été sélectionné, mais il y a une force qui est, voilà, qui est dans l'être, dans l'organisme, qui le pousse à faire des choses qui ont un sens pour lui, qui n'est pas purement euh, mécanique. Pourquoi on ne produirait pas la connaissance? Ouais, vous irez carrément dire que C'est une particularité qu'on connaît pas. ouais, en fait, vous êtes tous anthropomorphistes, hein. Moi, j'étais là à essayer de justifier un anthropomorphisme faible et tout, mais en fait, c'est ok, on va être animiste, si vous voulez. Pas du tout, mais s'ils vont tous au même endroit, c'est bien que là, il y a une particularité. Oui, mais non, alors les arbres qui refleurissent au printemps, c'est un truc. Alors bien sûr, il y a des mécanismes chimiques et tout, mais c'est quoi cette sensibilité à la lumière? Voilà, ça c'est un sens, voilà, justement. Ce serait anthropomorphique de dire les arbres, ils voient que c'est le printemps. En fait, ils ont des yeux, mais on voit pas leurs yeux, ils ont des yeux. Non, ils n'ont pas des yeux, mais en fait, ils ont la même chose qui correspond pour nous aux yeux, mais sous une autre forme. C'est-à-dire ils sont sensibles, il y a une sensibilité qui n'est pas la sensibilité humaine, mais qui est une sensibilité à la modification de la lumière. Ah, j'aime bien le radio. Ouais. Non, mais il n'y a pas besoin d'inventer une force mystique chelou, mais il y a besoin de supposer qu'il y a une force quand même dans l'arbre qui, la sève monte, voilà, il pousse, il cherche à s'étendre. Les fleurs. C'est quoi toutes ces couleurs de toutes les fleurs et tout? Pourquoi enfin, pourquoi les oiseaux chantent? Pour la reproduction, Mais seulement? Ouais. il faut Bon. s'alerter, s'alerter. Ouais. Ouais. Des arbres. Ouais. Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, mais là, du coup, ça voudrait peut-être dire qu'ils sont programmés, justement, parce qu'ils sont pas sensibles à. Ouais. Ah oui. Oui. Alors ça va être un point important pour la question éthique après, et la question du rapport à la nature, que les êtres humains ont à la nature, dont il traite justement dans la troisième partie de son œuvre, là, sur le principe responsabilité. Donc je vais revenir là-dessus, oui, sur le tout, l'équipe. Enfin. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que l'homme fait partie de la nature. La nature est ce qui rend possible aussi une vie humaine. Et donc, ça va être la partie éthique, c'est-à-dire que l'homme a aussi une responsabilité, d'après Jonas, à l'égard de la nature et aussi à l'égard de la perpétuation d'une vie authentiquement humaine et donc des générations futures. Donc, est-ce que Aimé Jacquet dirait qu'il faut que l'équipe de France rende possible le fait qu'il y ait d'autres équipes de France après, c'est ça? Pas faire n'importe quoi, juste. Ok, oui. Quand l'homme s'attribue ce genre de fonction, c'est que déjà il se met sur un piédestal. Bah oui, en un sens, mais justement, Jonas ne dit pas qu'il n'y a pas de spécificité humaine. Lui, il pense que bah, la rationalité, la, 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 la- l'intention consciente, ça, c'est des choses humaines. C'est pour ça que justement, ça donne une certaine responsabilité à l'être humain. L'être humain a une double responsabilité parce que à la fois, il a la capacité d'anticiper les effets de ses actions sur la nature et qu'il a aussi une puissance due à la technologie On lui euh, attribue une capacité. de prévoir. Ah, vous voulez dire qu'en fait, on se leurre, on croit qu'on prévoit et on prévoit pas vraiment?
Hmm. Vous pouvez développer? Voilà, On va venir sur l'éthique. la politique, l'écologie, Non, c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui sont prévisibles, mais on fait rien pour modifier ça. Par exemple, je sais pas, par exemple, on peut même modéliser le réchauffement du climat. Alors, on fait pas grand-chose pour que ça n'ait pas lieu, mais on peut le prévoir, on peut l'anticiper. Donc l'être humain a une capacité quand même d'anticipation. Je comprends que ça peut se faire. Oui, je vais revenir peut-être un petit peu en arrière, parce que moi, oui, allez-y. Je vais un peu vite. je reste toujours au fait que vous parlez, on parle plutôt de biologie, Oui, voilà. Alors, c'est aussi la physique pure, la loi de la hmm, gravité, etc. Sinon, voilà. Est-ce que ça rentre aussi dans la réflexion ou est-ce qu'on s'intéresse aux vivants? Voilà. Alors lui, Jonas, il s'intéresse vraiment aux êtres vivants, aux vivants. Parce qu'il y a aussi Euh, des mécanismes. oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi Il y a aussi des mécanismes, bien sûr. quelque chose, enfin, on pourrait En fait, étendre aussi ça à la matière. oui. En fait, pour lui, non, pour lui, il y a quand même une séparation entre le niveau physique et le niveau biologique. La physique, c'est mécanique. Enfin, moi, dans les textes que j'ai lus, il y a pas de, il va pas jusqu'à attribuer ça aussi au niveau physique. Mais vous avez raison, il y a des philosophes qui franchissent le pas, qui disent, par exemple, un, un atome, c'est la physique, c'est pas un être vivant, un atome maintient sa forme aussi. Et il y a une énorme énergie, il y a une force dans l'atome. C'est-à-dire, c'est pour ça on peut, si en fait, c'est pour ça qu'on peut enfin, on libère une énorme énergie. Ça veut dire qu'il y a une force de cohésion qui fait que ça se disperse pas, ça a une unité, en fait. Et ce qui fait qu'il y a de l'unité, ça, c'est pas compréhensible du point de vue mécanique. Ce qui fait que les choses restent unifiées. Ce qu'on peut comprendre, c'est que les choses se dispersent. Normalement, l'entropie, C'est la même chose. Ah, si, c'est l'interaction. ouais, mais c'est quoi l'interaction forcée? Le nom qu'on met sur le fait que, bah, il y a une interaction, c'est-à-dire il y a des forces. Il y a des forces. D'ailleurs, en physique, on dit bien des forces qui, qui font que une forme se maintient à travers le temps. Voilà. Ça, c'est de la philosophie, voilà. Non, mais c'est au-delà de notre, oui, bien sûr, c'est au-delà de notre compréhension, mais ça n'empêche pas de, quand même, au moins de dire, voilà ça. De dire que c'est au-delà de notre compréhension, et donc il y a quelque chose de, il y a peut-être quelque chose dont la physique ne rend pas compte, dans la nature et même dans le niveau matériel. Et les philosophes, c'est toujours ça qui les intéresse, c'est les trucs qui sont difficiles à expliquer et où on peut spéculer. Et après, mais je veux dire, c'est quand même, on peut pas s'empêcher de se poser la question à un moment donné. Quelle est la... Et donc, bon, on n'a pas de réponse par définition, parce qu'on n'a pas de réponse scientifique à ça. Mais alors, Jonas, il est très prudent, hein. Il avance pas, il fait pas appel à un principe. Même si on peut penser qu'il a peut-être en tête l'idée qu'il y a un principe mystique ou qu'il y a Dieu qui est, finalement qui n'est pas un être qui est cette force derrière. Mais ça, dans ces textes philosophiques-là, alors il en parle, il parle de Dieu dans cet autre ouvrage que j'ai mentionné tout à l'heure dans l'introduction, là, le concept de Dieu après Auschwitz. Mais bon, ça c'est, il sépare quand même l'aspect théologique et l'aspect philosophique, pour autant qu'on puisse séparer. C'est bien. Bon, euh, donc, Dieu, ça peut représenter notre compréhension. ouais, Voilà, sans après personne, mais dire effectivement, quand on a mis Dieu, enfin, on a Dieu comme Dieu, c'est aussi ce qui nous sépare de la connaissance absolue, de ce qu'on est planté, quoi, finalement. hmm. Donc, on est Dieu parce que, bah, on voit encore, je ne comprends pas. Voilà. Après, sans parler de croyance, tout ça, dans la religion, mais c'est dire, voilà, on met un nom sur quelque chose qu'on ignore, finalement.
Ouais, peut-être que Dieu sera moins Dieu, parce qu'on aura, Oui, mais ça veut dire que c'est pas irrationnel. on a besoin de rationnel. C'est-à-dire Parce que que Dieu, ça devient rationnel s'il y a après. quelque chose qui n'est pas explicable par les moyens qu'on a de l'expliquer, Ah oui. le fait de supposer qu'il y a Ouais. X, on peut dire là, une force, ou en tout cas un principe qui nous est inconnu, mais qui est l'origine, c'est pas irrationnel, puisqu'on n'arrive pas à l'expliquer autrement. C'est pas parce qu'on donne un nom à quelque chose qu'il existe. C'est pas parce qu'on donne un nom qu'on a expliqué. Il existe uniquement par le nom. Dieu existe uniquement par le Dieu. Rien que fait qu'il existe. Donc, si on trouve le pourquoi des choses par Dieu, c'est irrationnel. Non, mais Pas parce c'est qu'on le a principe raison. de Non, mais je donner trouve quelque que chose. vous êtes on essaie de voir le pourquoi en même temps. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, bon, ça c'est une distinction que fait Pascal, que vous connaissez peut-être, entre le Dieu des philosophes et le Dieu des religions. C'est-à-dire que quand les philosophes parlent de Dieu, c'est pas toujours, même quand ce sont des philosophes qui par ailleurs sont des adeptes d'une religion, c'est pas forcément le même Dieu que, enfin, c'est pas un Dieu qui sera un objet de croyance ou que de prière. C'est justement, voilà, si on dit c'est la force, enfin, bon, ce qui transmet c'est le principe de vie, quoi. Voilà, ça c'est pas quelque chose qui pourrait être l'objet d'une prière, par exemple. Il y a beaucoup de Dieu Enfin, dans la pas foi. nécessairement, en tout cas. Il y a pas de Dieu là-dessus, parce qu'il a son même le côté scientifique et le côté croyance, finalement. Et je crois que c'est lui qui demandait, de toute façon, comme c'est un parieur, on va dire, au niveau mathématique, il dit, bon, bah, de toute façon, bah, si Dieu existe, Dieu vous a gagné, c'est dans le don. Bon, Ouais, voilà. S'il ouais. n'existe pas, bah voilà, il n'y a rien à faire. Mais, non, mais c'est vrai, mais je crois qu'il y a raison comme nous, parce qu'en fait, un peu. Je pense que, bon, vu l'époque, il ne faut pas trop le dire, mais finalement, il dit, voilà, ça mesure l'écart entre la connaissance et où on en est aujourd'hui, quoi. Non, mais Pascal, bon, mais ça nous amènera trop loin. On Mais, va mais, parler mais, plus. mais, mais, mais Pascal, il veut quand même démontrer par la raison que c'est pas irrationnel de croire en Dieu. Oui, Il mais veut, il veut, il veut convaincre le libertin, il veut convaincre les athées de son époque que eux qui se disent que nous, on est purement rationnel et tout, en fait, le fait de parier sur l'existence de Dieu n'est pas irrationnel du point de vue de la rationalité de base, de l'intérêt bien compris de l'être humain. Après, bon, l'argument de Pascal pose des problèmes, mais si c'est ma façon de connaissance, il faut faire ça. je vous propose de garder entre parenthèses le Pascal, mais c'est de ma faute, hein, c'est moi qui ai fait des liens avec Pascal. Donc. Non, je voudrais donner quand même un exemple, l'exemple là de la question du métabolisme, parce qu'il y a un chapitre là-dessus pour essayer de comprendre ce que c'est que cette histoire de finalité dans la nature. Alors, c'est un peu compliqué à présenter parce que je trouve qu'il complique inutilement le raisonnement, mais bon, dans son raisonnement, dans son raisonnement, en fait, il discute la question suivante. Le titre exact le titre exact du chapitre, c'est Dieu est-il mathématicien? Point. La signification du métabolisme. Titre bizarre. Il faut regarder ça. Il faut voir. Dieu est-il mathématicien? Voilà. Dieu est-il mathématicien? La signification du métabolisme. Alors, je vais expliquer pourquoi. Donc, l'idée d'un dieu mathématicien, qui est une idée très ancienne, hein, qu'on pourrait faire remonter déjà à Platon même, en fait. L'idée d'un dieu mathématicien, c'est une manière théologique de formuler en fait la même chose que ce que la physique moderne dit, à savoir l'idée que la nature est un pur ensemble de relations mathématiques. La physique, d'ailleurs, est devenue une science quand elle a été mathématisée. Donc, en fait, c'est ça. On a des relations mathématisables entre des êtres, et que les êtres qui composent la nature n'ont pas d'autre consistance que euh, ces relations qui peuvent être mathématisées. Voilà. D'ailleurs, Galilée, vous connaissez sûrement cette phrase célèbre de Galilée qui est que la nature est écrite en langage mathématique. Donc justement, on introduit une mathématisation de la physique, elle va devenir une science. Bon. Et donc, Jonas se propose d'examiner ça. Est-ce que on peut rendre compte des phénomènes de la nature, du phénomène de la vie, hein, en fait, des êtres vivants plutôt que de la nature, euh, par uniquement un pur ensemble de relations causales mathématisables, de mathématiques. Et donc il a recours à une expérience de pensée intéressante. Il dit, imaginons, considérons le monde
par les yeux d'un dieu mathématicien. Imaginons qu'en fait, le monde a été créé par un dieu mathématicien, et donc il y a des lois mathématiques, de la physique, ok, mathématisables. Que verrait un dieu qui serait purement mathématicien dans le monde? Quels objets appréhenderait-il? Et quels objets n'appréhenderait-il pas? Par exemple, s'il voit un être vivant, que verrait le dieu mathématicien? Bah, en tant que corps physique, un organisme vivant manifeste les mêmes propriétés que n'importe quel autre être physique, n'importe quel autre agrégat de matière. Donc il n'y a pas de différence ici entre un organisme vivant, du point de vue mathématique, il n'y a pas de différence entre un organisme vivant et une pierre, un atome. Voilà. Donc il verrait, dit Jonas, probablement un vide où s'entrecroise la géométrie des forces qui émanent d'êtres élémentaires localisés, les atomes. Voilà. Des atomes dans du vide qui interagissent. Mais il y a un trait particulier qui se manifeste dans les organismes vivants, et justement c'est le métabolisme, à savoir c'est le fait qu'ils échangent de la matière avec leurs alentours. Donc ça c'est la deuxième citation qui est remise. Voilà. Il dit, dans l'organisme, dans ce mode d'être remarquable, donc entre crochets j'ai explicité parce que donc, dans un organisme vivant, en tant qu'il se manifeste par un métabolisme, c'est-à-dire qu'il échange de la matière avec son environnement, les parties matérielles dans lesquelles consiste l'organisme, à un instant donné, sont seulement temporaires aux yeux de l'observateur pénétrant. Ce sont des contenus passagers dont l'identité matérielle conjuguée ne coïncide pas avec l'identité du tout, donc ça c'est l'organisme, dans lequel elles entrent et qu'elles quittent, et qui maintient, cet organisme, sa propre identité par l'acte même par lequel de la matière étrangère traverse son système spatial. C'est ça la forme vivante. Je vous vois froncer les sourcils, mais en fait c'est très simple. C'est que un organisme, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un organisme, du point de vue matériel, n'est pas identique à lui-même au cours du temps, puisqu'il change, il modifie sa matière par un échange constant avec l'environnement. Donc si on approche ça du point de vue uniquement physique, ce qu'on va suivre, c'est les éléments physiques. Et on va voir que, ah bah, il y a tel élément physique à tel endroit, puis à tel autre, puis à tel autre. Mais ça, on ne voit pas ce qui se passe réellement, puisque ce qui se passe réellement, c'est qu'on a une forme organique qui est un centre qui est un centre, quoi, un foyer de mouvement et de vie, qui maintient son identité, l'identité de son corps organique, à travers l'échange de matière. Donc la matière change, mais la forme de l'être vivant demeure à travers le changement. Et ça, c'est invisible du point de vue physique et du point de vue mathématique. En fait, un dieu mathématicien ne verrait pas des êtres vivants. Il verrait juste des forces qui s'échangent. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un physicien ne verrait pas, non, enfin, ne rend pas compte de ça. Ne peut pas rendre compte de ça. C'est pour ça qu'il y a une autre science, d'ailleurs, c'est la biologie, quoi. C'est-à-dire, mais bon, en même temps, comme la physique est la science qui s'est constituée en premier comme scientifique, c'est le modèle de toutes les sciences. Donc souvent, les biologistes sont un peu ont ce complexe d'infériorité. Ceux qui ont été profs, en tout cas, peuvent témoigner de ça, que voilà, les profs de SVT, toujours, ils sont là. Enfin, les profs de physique, déjà, bon, ils méprisent les profs de SVT, ils disent, bah, c'est de la physique, de toute façon, hein. Je comprends pas. Et, et, euh, mais non, justement, c'est pas uniquement de la physique. Même si, évidemment, après, comme le modèle de la science, c'est la physique, il y a un aspect aussi physique il y a un échange de matière physique. Mais le niveau organique, l'organisme, et le métabolisme, le fait qu'il y ait cet échange, ça c'est quoi ça? Pourquoi il y a cet échange? Il y a une identité, voilà, par-delà la simple matière. Et donc, dit Jonas, donc il tire des conséquences philosophiques de ça, de ce phénomène, qui est le métabolisme, qu'il emprunte donc à la biologie. Il dit il y a une certaine indépendance de la forme par rapport à la matière,
une force, voilà, c'est ça, une force qui unifie la matière selon un sens. Donc dans un organisme, il y a une force, mais là, c'est pas forcément une force extérieure à l'organisme, hein, c'est juste, il y a une force qui fait que je suis le même organisme, bien que ma matière change. Donc, j'ai bien une force en moi qui unifie de la matière à travers le temps. Et donc ça veut dire que ça, c'est pas intentionnel. Ça veut dire que au niveau très simple déjà des organismes vivants, il y a du sens. Donc après, l'être humain, c'est une complexification de ce sens, mais ça ne surgit pas sur un terrain complètement mécanique, purement absurde. Voilà, c'est ça l'idée. La continuité de l'organisme, dit-il encore, n'est pas l'identité de sa matière. Et en fait, on peut même aller plus loin, c'est comme il le dit, c'est que en fait, un être qui est matériellement identique, en fait, c'est quand il est mort. C'est quand il y a plus d'échange, quand la matière reste identique à elle-même, c'est qu'on n'est plus vivant. Et la vie, c'est le fait qu'il y a un flux perpétuel de changements et d'identité de la forme à travers ces changements. Voilà. Et donc, il dit c'est la dernière citation de la première page là, il dit que il faut introduire carrément le terme de soi. L'introduction du terme soi, donc, forme de subjectivité, est inévitable dans n'importe quelle description de l'exemple le plus élémentaire de vie et indique l'émergence, avec la vie comme telle, de l'identité interne. Et par là également, ne faisant qu'un avec cette émergence, de son auto-isolement par rapport à tout le reste de la réalité. Donc c'est une ouverture puisqu'il échange. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une forme de subjectivité, mais qu'il essaie de comprendre de manière non anthropomorphique. Il y a un soi de l'organisme, puisqu'il y a une identité. Voilà. Donc les êtres vivants sont des êtres auto-centrés, qui sont des foyers actifs, des foyers d'action et de perception. Et donc après, c'est pas forcément la même perception que l'être humain. Mais c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité à ce qui est extérieur et des réactions. Donc il faut bien que le soi et le non-soi soient distingués. Voilà, les arbres envoient des messages électriques quand il y a des chèvres qui viennent brouter les feuilles des acacias. Les acacias peuvent se... Voilà. Alors voilà, c'est pas un raisonnement où l'arbre se dit, oula, il est en train de nous manger, vite, 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 taillot. Non, mais il y a une réceptivité à l'extérieur et qui après engendre des mécanismes, mais voilà, qui ne peut pas s'expliquer sans l'idée que un arbre n'est pas dénué de sens. Voilà, tu vois ça comme ça. Au-delà de lui, Deux? au-delà de l'arbre. Parce que là, apparemment, dans un premier temps, il y a une guerre par organisme. Il y a un peu à part du monde, il était un peu le maître du jeu. Et l'arbre, il a aussi un rôle qui va au-delà de l'arbre. Ah oui, vous voulez dire dans Là, un biotope avec d'autres c'est arbres ça, le dans la biotope, forêt. sur le dos. Mais je veux dire, Hmm. l'arbre, après tout, il a une mission aussi au-delà de l'arbre. Ok, ah bah on y vient. Ok. Vous voulez parler de l'équipe en fait, c'est ça. Non, Ok. Oui, c'est vrai. Non mais alors je voulais dire quand même une dernière chose. Euh, je me dépêche, toi. Euh, Ionas ajoute quelque chose d'intéressant, et ça c'est dans l'introduction de son ouvrage. Il dit que, en fait, c'est quand même assez étrange la situation de l'homme moderne aujourd'hui. Parce que le fait de se représenter la nature comme étant un ensemble de processus mécaniques aveugles, c'est une exception extraordinaire, à la fois dans l'histoire de l'humanité et même dans l'histoire individuelle de chacun. Parce que le fait de considérer que la vie des êtres naturels n'est pas un pur mécanisme, c'est quelque chose qui est spontané pour les êtres humains en tant qu'eux-mêmes sont vivants, dit Jonas. Alors, ça c'est une citation que je vous ai pas mise, mais je vous la livre. Voici ce qu'il dit. Il dit
Tel est l'avantage que nous autres pauvres mortels, nous avons sur le Dieu mathématicien, c'est-à-dire sur le point de vue explicatif de la physique mathématisée. Comme il se trouve que nous sommes nous-mêmes des choses matérielles vivantes, nous avons en notre expérience de nous-mêmes, pour ainsi dire, des Judas, c'est-à-dire des petites fenêtres pour voir dans notre vue, permettant de voir dans l'intériorité de la substance et d'avoir ainsi une idée ou la possibilité d'avoir une idée non seulement de la manière dont la réalité se déploie, interagit dans l'étendue, mais aussi de comment c'est d'être réel et d'agir et de subir une action. C'est-à-dire que comme nous sommes des êtres vivants, ça on est d'accord, hein, comme nous-mêmes nous sommes des êtres vivants, nous voyons très bien que nous ne sommes pas un pur mécanisme. Nous ressentons en nous que le fait d'être vivant, c'est un mode d'être particulier. Ben, ça fait que nous avons un accès aussi à la vie, en fait, par notre propre expérience d'être vivant. Euh, voilà. C'est en tant que vivant qu'on peut comprendre le vivant. Et donc la manière spontanée que nous avons en tant qu'être vivant, c'est comme ça que s'explique le fait que, en tant qu'être vivant, notre manière spontanée de nous rapporter aux êtres vivants soit d'abord une connivence. Il faut un gros effort pour se dire, comme un philosophe, enfin, il y a une anecdote sur le philosophe Malebranche qui donnait des coups de pied à son chien parce que c'est un pur mécanisme et donc on peut il ressent rien de toute façon. Bon. Euh, Ça, il faut quand même, je veux dire, un effort intellectuel très très fort pour se penser la nature, les êtres vivants comme ça. Nous ne considérons pas naturellement les êtres vivants comme de la matière inerte et morte, mais comme traversée de vie. Et ça, Jonas se donne un nom, il dit que, en fait, les êtres vivants, dans l'histoire de l'humanité, ont la plupart du temps ce qu'il appelle une ontologie universelle de la vie. L'ontologie, c'est théorie sur ce que sont les choses au plus profond d'elles-mêmes, ce qu'est leur être, et que ontologie universelle de la vie, ça veut dire que la vie, c'est pas juste nous, c'est un phénomène qui traverse en fait la nature. On va revenir à ce problème, et les pierres et les atomes. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, la plupart des peuples, les enfants, voilà, c'est le rapport qu'ils ont à la nature. Les animaux, plantes. Et donc, normalement, ce qui devrait être notre manière de penser, ça devrait être de considérer que la vie est la norme et que ce qu'il faut expliquer, c'est la mort. Comment se fait-il que, c'est pas comment se fait-il qu'il y ait de la vie, c'est comment se fait-il que la mort survienne aux êtres vivants. C'est ça qui devrait poser problème, c'est la mort. Or, dans le monde moderne, à partir de la physique galiléenne, dit Jonas, en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. On a ce qu'il appelle une ontologie universelle de la mort. C'est-à-dire que, en fait, la norme du monde, c'est les choses inertes, non vivantes. Et du coup, ce qui devient inexplicable, c'est la vie. Et d'ailleurs, en fait, c'est une autre chose qu'on n'arrive pas à expliquer, hein. C'est l'apparition de la vie. Personne ne sait expliquer ça scientifiquement. Il y a des hypothèses, mais c'est très difficile d'expliquer théoriquement la vie à partir de l'inerte. Il y a des hypothèses, mais on va dire il y a l'émergence de la vie, mais en fait, de complexification de la matière. Ok, mais donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tendance à la complexification dans la matière. Bon, on va revenir à l'histoire des forces et tout. Donc, souvent, on nomme le problème, on va dire il y a une émergence, mais c'est pas une explication. La mort et la vie, c'est pas des phénomènes, c'est une vérité. En fait, la mort, c'est, pour Jonas, c'est la fin de l'individualité, c'est la désindividuation, mais ce n'est pas la fin de la vie. La vie ne disparaît pas. Euh, Mais après, il dit qu'il ne meurt pas parce que tu es malade, mais qu'il meurt parce que tu es vivant. ouais, Comment ça ouais. disparaît? Bah, si, en fait, les organismes vivants, ce qui les rend vivants, malgré leur matérialité, c'est cette force qui les traverse,
Ça veut dire que cette force ne disparaît pas avec leur disparition. Ce qui disparaît, c'est leur manière d'unifier cette force. À un moment donné, on n'arrive plus à unifier, et donc on arrête d'échanger avec l'environnement, mais euh, ce qui nous permettait d'unifier la matière, en fait, et de notre organisme, ça ne disparaîtrait pas. Donc, c'est un truc extérieur qui Non. rentrerait et le Si on reste avec l'idée, effectivement, que on va distinguer la matière inerte et les phénomènes vivants, bah oui, puisque un organisme vivant est fait de matière. Mais c'est pas de la matière inerte. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui traverse cette matière et qui lui permet son unification. Donc oui, donc c'est quelque chose qui traverse le vivant, en fait. La vie, c'est pas les vivants qui produisent la vie, c'est la vie qui produit les vivants. Bon, mais c'est facile de faire des jeux de mots comme ça, mais vous voyez l'idée. c'est la force de changer les choses. Après, voilà, c'est quoi cette force? Jonas, là, vraiment, dans son texte, il est prudent, hein. Il dit pas c'est Dieu et tout, hein. Il dit c'est les faits, à savoir le métabolisme, le fait que les organismes vivants se distinguent des êtres matériels, qui fait que cette hypothèse n'est pas absurde. Et qu'en fait, il y a même, c'est difficile de rendre compte de manière purement matérielle d'un organisme vivant. Et donc ça veut pas dire, bon, euh, donc, ça veut pas dire que l'individu survit à sa propre mort, mais ça veut dire que le principe de vie qui l'animait ne disparaît pas avec la mort de l'individu, en un C'est sens. le produit le principe de la vie après la mort, c'est le complexe religieux. Mais non, parce que la vie après la mort, enfin, ça dépend comment on considère ça, mais si vous considérez la vie après la mort comme la survie de notre individualité, enfin, c'est comme ça qui nous intéresse. Si c'est juste mon principe de vie qui survit et que moi je suis plus là, enfin, je suis content de le savoir. Philosophiquement, ça me fait un effet, quoi. Mais C'est ce qui rassure tous les gens qui croient. La vision de l'art, c'est pourrait être une sorte de sentiment. bah, c'est compliqué parce que L'unique, c'est une espèce de oui. Alors, oui, bonne question. Euh, Je sais pas répondre à cette question en fait, mais c'est une bonne question. Non, c'est pas un panthéisme c'est pas une chose. C'est autre parce qu'il y a ces autres textes. Mais si on prend juste le texte, le phénomène de la vie, euh, mais non, c'est pas un panthéisme parce qu'il y a la question de la matière quand même. Lui, pour lui, la matière, c'est quand même le domaine du mécanisme. Le panthéisme, ça veut dire que Dieu, pan, ça veut dire tout, et théos, c'est Dieu. Le panthéisme, c'est l'idée que Dieu est partout. C'est pas un être, une personne, c'est l'ensemble du monde qui est en fait divin, qui est traversé par le principe divin. Je trouve que c'est ça, le panthéisme. Mais en même temps, les organismes sont aussi des organismes individuels, justement, puisqu'ils maintiennent leur propre forme. Donc, oui, là, si vous posez une bonne question. Alors, c'est clair que dans ces textes proprement théologiques, mais là, il sépare, il dit justement, il y a des choses qu'on peut dire si on est croyant à partir d'une révélation. Par exemple, le concept de Dieu après Auschwitz s'inscrit dans la perspective du judaïsme. Euh, mais dans ses textes philosophiques sur la signification de la vie et ce qu'on peut tirer de la biologie pour réfléchir à la spécificité de la vie, il n'introduit pas d'éléments liés à une révélation. Voilà. Il sépare que les domaines. Moi, ce qu'il disait, c'est le fait de la différence entre la vie et la mort. Alors, c'est un cycle, en fait. Alors, c'est pas forcément que c'est différent. Tout le monde le perçoit différemment parce que nous, on Mhm. fait des études, etc. On a l'impression que c'est une vie, mais c'est un cycle normal, quoi. C'est le cycle de la vie commence par une transformation. La pourriture, elle ne sert pas à rien. Quoi. Alors, Oui, on a symbolisé la mort aujourd'hui. Enfin, des rails, etc. Mais avant, c'était on était des enfers. On brûlait, mais quelque part, c'était des choses qui continuaient. Quoi. alors c'est un... Les animaux qui meurent en quoi bah, non, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, tu vois ce que je veux dire.
Oui, Alors là, ça c'est terme écologique, non, mais parce qu'on parle de il faut oublier, non, mais c'est-à-dire, depuis le message, c'est de dire, effectivement, mais l'autre sur un piédestal. Ben là, on s'inscrit aussi dans un cycle. Dire, ouais. la mort, elle n'est pas inutile, c'est pas la fin voilà, on reste dans notre cosmos, et c'est notre contribution Hmm, aussi, on ne peut pas être éternel, quoi. hmm. Mais on contribue aussi à cet ensemble. C'est ça que je veux dire. On contribue à cet ensemble. Alors nous, ça nous paraît effectivement, un jour, et puis là, bah oui, mais non, le cosmos, lui, il sait qu'on est encore là. Alors, c'est une forme complètement différente. Mais on a cette contribution, et on rentre dans un cycle. Et là, c'est effectivement, c'est dire, bah, là, je vais pas parler de tout. Et là, pour ça aussi, on ne peut pas dire des arguments, après, la sensibilité. C'est ça l'idée, enfin, pour moi, c'est le cosmos, c'est fini. Ouais, mais Peut-être que la alors mort, elle n'existe pas vraiment pour le cosmos. il y a Si on quand tient à même cause de. Les animaux meurent aussi, les Ben plantes oui, meurent aussi. on fait par d'autres qui vont Voilà. rien. oui, on constate que c'est un phénomène habituel, mais c'est quand même une question de savoir pourquoi les organismes vivants meurent. Ouais. En Pourquoi on fait fait, cette forme? si on suit la thèse là de Jonas, si il y a une force qui unifie la matière, pourquoi ça prend fin? Pourquoi ça continue pas? Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête? Ben, pourquoi ça veut dire que ça finit? Ça se transforme. On passe à autre chose. Pourquoi un organisme vivant, à un moment donné, n'arrive plus à échanger avec son environnement de telle sorte à perpétuer son individualité organique? Alors moi, j'ai lu un philosophe qui commentait Jonas qui disait, mais c'est pas Jonas qui dit ça, mais ce qui disait, bah, justement, le flux de la vie, c'est un truc tellement fort que bah, ça s'unifie dans un organisme, mais en fait, à un moment donné, c'est trop fort, quoi. Ça fait éclater l'individualité, en quelque sorte. Bon, d'abord, moi, j'aimais bien cette théorie, mais Mais on ne choisit pas qu'il y ait une interaction avec non, on ne choisit pas, mais ça a lieu. ça a lieu. Et donc, Et on n'a aucune emprise de voilà, mais ce que dit Jonas, c'est que d'un point de vue philosophique, si on part de l'idée que la vie est le phénomène naturel dans le monde, c'est ça qu'il faut expliquer. Enfin, c'est ça qui pose problème, c'est le fait que ça s'arrête. Alors que dans la pensée moderne, disons, celle qui nous est familière, à partir des sciences modernes, c'est pas du tout ça le problème. C'est tout à fait normal. L'entropie, le fait que quelque chose se dégrade, c'est le processus naturel. Le processus qui est incompréhensible dans la physique moderne, c'est le fait qu'il y ait des êtres vivants qui surgissent. En fait, il pourrait y avoir juste des atomes. Ce serait même plus simple, en fait. Il n'y aurait pas plein de problèmes. Donc pourquoi, voilà. Alors, je finis, j'étais un peu long, mais bon, en fait, finalement, on a intégré les questions dans l'exposé. Euh, donc, finalement, voilà, il y a cette idée chez Jonas que il y a une ontologie universelle de la mort dans le monde moderne, qui a des conséquences théoriques, c'est de ça qu'on a parlé un petit peu, mais qui a également des conséquences pratiques et éthiques. Voilà. Et donc, alors, bon, je vais résumer rapidement ce que je voulais dire sur le principe responsabilité, euh, donc qui est la troisième partie de son œuvre. Alors, l'une des conséquences de ce que j'ai essayé de décrire un peu dans cette conférence-là, c'est que si on considère la nature avec les yeux purement mécanistes, dont Jonas propose de sortir, mais si on considère la nature comme un pur mécanisme, alors on va pouvoir justifier un rapport à la nature qui soit de maîtrise et de domination. Puisque si la nature c'est uniquement un agrégat de matière aveugle, dénué de sens, et dépourvu de finalité, et dépourvu de soi, comme il dit, de cette subjectivité minimale qui consiste à perpétuer son être à travers le temps, si on considère que tout ça c'est d'une illusion, alors on peut légitimement considérer les êtres de la nature comme un stock de matériaux, matière, matériaux, c'est la même chose, hein, à exploiter. Et donc la réflexion de Jonas, elle part dans son ouvrage de du constat d'une menace que l'être humain fait peser à la fois en raison de ce dispositif théorique, mais aussi en raison
des développements techniques et de l'industrie moderne, de la menace que tout ça fait peser sur l'équilibre global, et là on vient à l'équipe là dont on a peur, sur l'équilibre global de la nature du fait de son exploitation effrénée par les êtres humains. Bon, alors Jonas n'est pas un contempteur de la technique qui serait technophobe, mais il considère que l'homme, en tant c'est un être doté de capacités morales, c'est-à-dire qu'il est capable de s'interroger sur le sens de ses propres actions. En fait, c'est peut-être ça la différence. Il y a du sens dans la nature, mais l'homme peut s'interroger sur le sens. Et les êtres de la nature ne s'interrogent pas sur le sens. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sens. Donc, l'être humain, il a cette spécificité, c'est qu'il est capable de réflexion et d'interrogation sur les principes et sur qui guident ses actions et sur les conséquences de ses actes. Et donc, c'est ce qui justifierait, d'après Jonas, que l'homme ait le devoir d'élaborer une éthique qui soit, qui prenne en compte, enfin, qui soit à la mesure des transformations qu'il a fait subir, enfin, que sa technique et que son industrie ont fait subir à la fois à la nature et aussi, il a tout un passage là-dessus, sur les coordonnées de l'action humaine elle-même, sur la manière dont les êtres humains agissent. Alors, il a toute une partie où il compare les principes de ce qu'il appelle l'éthique classique et ce qui devrait être une éthique moderne. Je vais résumer très rapidement son idée, c'est que les bases de l'éthique classique, c'est-à-dire des règles d'action et des principes moraux qui font qu'on mène une vie bonne et juste, ça a été élaboré dans la Grèce antique, par les philosophes de la Grèce classique. Et cette époque avait pour contexte la cité, donc une communauté politique de citoyens, et avait aussi pour condition le fait que c'était des petites cités, où il y avait un face-à-face entre les individus. Donc, en fait, tous les philosophes qui ont réfléchi sur la morale, d'après lui, dans l'Antiquité et jusqu'au monde contemporain, prennent pour un présupposé que l'éthique prend sa naissance dans le fait que je fais face à quelqu'un et que ça m'interpelle, j'ai des devoirs éventuellement, mais il faut que je m'interroge là-dessus sur mes devoirs envers autrui, euh, sur des principes de justice que je pourrais développer. Mais ça suppose qu'il y a un face-à-face entre des citoyens, entre des gens en tout cas qui se connaissent et qui donc peuvent se sentir responsables les uns à l'égard des autres. Mais ce qui a changé dans le monde moderne, c'est que, en fait, nos actions ont des conséquences bien au-delà des gens qu'on peut rencontrer en face à face. Et donc, il y a des gens que nous ne verrons jamais dans un contexte globalisé du monde moderne et sur lesquels nos actions ont des conséquences. Il y a même des gens, dit-il, qui n'existent pas encore, les générations futures, et qui vont subir les conséquences de nos actes d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout pris en compte par la morale classique, par l'éthique classique, parce que, justement, d'après lui, ça s'est formé sur la base des relations interpersonnelles entre un sujet et autrui, c'est-à-dire quelqu'un envers qui je vais être responsable, ou à l'égard de qui je peux être responsable parce que il me requiert d'une certaine manière, parce que je peux le voir en face à face. En, en fait, nos actes en général ont des conséquences. L'être humain, comme il réfléchit, il peut se rendre compte que ses actes ont des conséquences, et donc l'éthique, ça naît de là, ça naît du fait que mes actes ont des conséquences, et est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises conséquences? Mais maintenant, nos actes ont des conséquences même, voilà, à une échelle beaucoup plus large, à la fois spatiale, donc il y a des gens dans d'autres pays qu'on ne verra jamais, qui peuvent subir les conséquences de nos actes, et les générations futures, donc au niveau temporel aussi, ça peut jouer. Et donc, ce qu'il dit, c'est que, en fait, l'éthique classique se caractérise donc par, en fait, non, pardon.
Ce qu'il dit, c'est que dans le monde moderne, il y a eu une transformation des conditions de l'action, des conditions de l'agir. Et c'est pour ça qu'il faut élaborer une éthique qui soit à la mesure de ces nouveaux enjeux, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il compare en permanence dans les deux premières parties de son ouvrage l'éthique classique et ses limites par rapport à la situation nouvelle qui est créée par les conditions d'expansion de l'être humain sur toute la planète, de ses évolutions techniques aussi. Alors, donc ce qu'il dit, c'est que l'éthique classique, elle a plusieurs traits. Premièrement, elle est anthropocentrique. C'est-à-dire que dans la morale traditionnelle, les êtres humains ont des devoirs, mais à l'égard des êtres humains, pas à l'égard des autres êtres non humains. De plus, euh, l'homme est un sujet qui a euh, fait un usage de la technique, mais qui est neutre. Alors qu'aujourd'hui, l'homme n'est pas seulement un sujet qui peut faire un usage des techniques, mais il peut lui-même devenir un objet des techniques. C'est-à-dire qu'on peut avoir des manipulations génétiques ou des modifications qui font que l'être humain n'est pas seulement sujet, mais aussi objet de la technique. Et ça, c'est une grande transformation par rapport à la situation d'avant. Euh, Autre trait, c'est que l'éthique concerne habituellement nos rapports donc avec autrui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire d'autres personnes que nous pouvons rencontrer. Mais aujourd'hui, nos actions donc ont des répercussions sur des êtres que nous ne verrons jamais, et aussi sur les générations futures. Et donc, si on fait le lien avec tout ce que j'ai dit aussi auparavant, Jonas, conformément à sa philosophie de la nature, que j'ai essayé d'expliquer dans certains de ses aspects tout à l'heure, va proposer une nouvelle éthique où il considère plusieurs choses nouvelles d'après lui, principalement deux. C'est, premièrement, le fait que ce qui doit être l'objet de l'éthique, c'est pas seulement les autres humains, c'est le fait que exister, le fait d'exister pour un être vivant a une valeur en soi. S'il y a du sens dans la nature, alors le fait d'exister pour un être vivant a en soi une dimension axiologique, comme disent les philosophes, c'est-à-dire une dimension a de la valeur en soi. Si tout être vivant n'est pas un pur mécanisme, mais est un foyer de sens, de subjectivité, alors nous devons avoir des égards à enfin, nous devons les considérer. Et cela donc s'applique aux êtres de la nature, mais cela s'applique aussi aux générations futures. Et donc il propose de compléter la morale traditionnelle, et notamment dans sa formulation, la formulation que Kant en a donnée. Vous connaissez peut-être, vous avez déjà assisté à des conférences sur Kant, donc vous connaissez l'impératif catégorique kantien, dont l'une des formulations est agis de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta personne, aussi bien que dans celle d'autrui, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Mais ça, c'est anthropocentrique, c'est l'humanité. Et donc, Jonas propose de remplacer cela, cet impératif catégorique, en l'étendant à la fois aux autres êtres de la nature, qui sont aussi des fins, voilà, et aussi aux êtres humains à venir. Euh, Et voici la formulation qu'il propose. Donc, il dit l'impératif catégorique de nouvel âge, ça devrait être agis de telle façon que les effets de tes actions soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Oui, mais ça reste anthropomorphique. Ouais, tout à fait. Parce que là, c'est l'aspect sur les générations futures. Euh, mais ça, oui. Alors, en même temps, il insiste aussi sur le fait que une vie authentiquement humaine sur Terre, mais vous avez raison, là, c'est quand même du point de vue humain, implique que l'on se rapporte aux êtres qui sont des, des foyers de sens, enfin, je sais pas comment dire, qui sont des fins en elles-mêmes, en ayant des devoirs à leur égard. Donc ça veut dire qu'il y a des devoirs aussi envers la nature, d'après Jonas, même si comme ce sont les êtres humains qui profèrent cette éthique,
c'est nécessairement d'un point de vue humain que l'éthique se formule, mais elle prend en compte aussi euh, quelque chose qui est au-delà de simplement uniquement les êtres humains. Mais alors c'est vrai que dans sa formulation là que j'ai donnée, dans cette formulation, ça une vie, il dit pas de la vie en général, il dit d'une vie authentiquement humaine. Et alors, il réfléchit aussi sur la notion, bah, justement, parce que en fait, les techniques modernes, et en fait la technologie moderne, donc la différence entre technique et technologie, c'est bon pour tout le monde? Une technique, c'est un savoir-faire, une habileté qui est acquise par un être humain, qui peut concerner son corps, nager, chasser, ou qui peut se déposer dans un objet technique, un marteau, une scie. La technologie, c'est ce sont les techniques qui reposent sur une application de théories scientifiques et qui requièrent une industrie pour pouvoir les produire. Voilà. Et donc la technologie donne un pouvoir très grand, une puissance très grande aux êtres humains. Et c'est de là que vient la responsabilité aussi, c'est-à-dire que la responsabilité naît lorsque il y a quelque chose à sauvegarder, lorsqu'il y a quelque chose de vulnérable. Il a un chapitre où il examine le modèle de la responsabilité, comment ça naît cette idée chez les êtres humains, et il parle des enfants, de l'enfance. Il dit voilà, en fait, le modèle, on est responsable d'un enfant qui vient de naître parce qu'il est faible et que on lui a donné la vie, on l'a fait naître, et donc on a une responsabilité à son égard en raison de sa vulnérabilité. Et donc à partir du moment où les actions humaines sont capables potentiellement de détruire la nature, il a une responsabilité pour lui-même, pour avoir une vie authentiquement humaine, mais aussi euh, parce qu'il crée cette situation où il est capable de détruire des êtres de la nature, les extinctions d'espèces, de biotopes, etc. Donc ça, c'est dans le dernier texte, mais je pense qu'on va pas avoir le temps de le lire, parce que je parle toujours. Peut-être on peut lire juste la fin du premier paragraphe, où il dit en ce siècle, vous voyez là, c'est la ligne 8, avant la fin du premier paragraphe, du paragraphe 3 qui s'appelle le signe 3 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ce siècle fut atteint le point, donc le XXe siècle, en ce siècle fut atteint le point depuis longtemps préparé où le danger devient manifeste et critique. Donc, ce qu'il a en tête, c'est à la fois euh, la bombe atomique, la pollution des sols, l'extinction des espèces. C'est toutes ces choses qui sont en jeu à ce moment-là, dans les années 70, qui commencent à faire l'objet de documentation précise. Enfin, pas pour la bombe atomique, mais pour l'extinction. Donc, en ce siècle fut atteint le point, depuis longtemps préparé, où le danger, donc que les êtres humains font courir à la nature par la technique, devient manifeste et critique. Le pouvoir associé à la raison. On a un pouvoir, mais on a aussi une raison. Donc le pouvoir associé à la raison entraîne de soi la responsabilité. Cela allait de soi depuis toujours concernant le domaine intersubjectif, donc entre les personnes qui peuvent se voir. Le fait que depuis peu la responsabilité s'étende au-delà, jusqu'à l'état de la biosphère et la survie future de l'espèce humaine, donc là il parle quand même de la biosphère, vous voyez, il ne parle pas juste de l'espèce humaine, jusqu'à l'état de la biosphère et la survie future de l'espèce humaine est simplement donnée avec l'extension du pouvoir sur ces choses, qui est en premier lieu un pouvoir de destruction. Le pouvoir et le danger dévoilent une obligation qui, par la solidarité avec le reste, une solidarité soustraite au choix, s'étend de l'être propre, l'être de l'être humain, à l'être en général, donc aussi aux autres êtres de la nature, sans même un consentement particulier. Alors, il précise même un consentement particulier parce que habituellement, voilà, l'un des arguments classiques pour dire que les êtres humains n'ont pas de devoir
envers les êtres de la nature, c'est de dire que les êtres de la nature, justement, ne peuvent pas consentir à des contrats intersubjectifs. Et donc, il n'y aurait de responsabilité qu'entre des êtres qui sont capables euh, d'avoir des devoirs les uns à l'égard des autres. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que la puissance entraîne un devoir à l'égard de ce qui est plus vulnérable, même s'il n'y a pas de réciprocité. On va voir, par exemple, toujours, ça peut Comme être un adulte par rapport à un enfant. Voilà, comme un adulte par rapport à l'enfant, ouais. les gens sont toujours dans l'autodestruction. Finalement, il est très simple. On revient très rapidement. J'ai du mal à Ouais, suivre, ouais. parce qu'en fait, Mais c'est moi qui suis voilà. si je relis Tchernobyl, il se passe bien. Il se transforme, ça date. Par contre, on peut Oui, mais l'extinction des espèces, la pollution des sols, oui, oui, non, mais je suis d'accord. les C'est pluies vraiment pas acides, des choses. euh, donc Tchernobyl, tout ça, ok, ça concerne les hommes, mais l'extinction des espèces, par définition, bon, ça Non, concerne mais aussi les hommes, mais ça concerne aussi les autres espèces. il y a des espèces qui peuvent se rendre. Je pense qu'il y a Oui, une partie pour l'eugénisme aussi, dans le souci avec l'eugénisme, je pense. oui, 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 tout à fait. Mais ça, c'est la question justement du fait que l'homme devient lui-même un objet de la technique. Euh, alors, il y a des espèces qui peuvent vivre sans les hommes, mais en fait, il ne faudrait pas non plus avoir un anthropomorphisme inversé. C'est-à-dire, ça c'est le petit 4 là, où il dit qu'en fait, si on accorde aux êtres de la nature le droit d'exister, parce que tout être qui existe, qui vit, a droit à perpétuer son existence, alors il faut l'appliquer aussi à l'homme. Non, parce que vous avez dit, parce qu'il y a des gens qui disent ça, qui disent oui, mais en fait, l'être humain, c'est le cancer de la planète et tout, et si les êtres humains disparaissaient, en fait, ce serait mieux pour tous les autres. Non, on va dire. Mais en fait, l'être humain, ça c'est encore de l'anthropomorphisme inversé, c'est-à-dire c'est considéré que l'être humain devrait avoir un sort particulier et devrait disparaître alors que les autres devraient exister. Mais en fait, si l'être humain est à l'égal des autres, une partie du tout, il a un droit aussi à l'existence. Simplement, il faut qu'il limite sa technologie. Et pour ça, Jonas propose, alors il dit qu'on ne peut pas compter uniquement sur la raison, il faut ce qu'il appelle une heuristique de la peur. Donc, heuristique, ça veut dire quelque chose qui nous permet de découvrir, qui nous permet d'avancer. Voilà. Euh, Et donc, il dit, voilà, euh, en fait, le fait d'imaginer et d'anticiper des catastrophes à venir liées au développement de nos techniques devrait être un critère pour choisir dans quelle voie engager le développement technique ou non. Et ça, c'est un point, bon, c'est un point à débattre peut-être aussi, hein, mais alors il essaie de le justifier à la fin, mais il me semble que c'est vraiment à la toute fin qu'il parle de ça, la peur, l'espérance et la responsabilité. Il dit que la peur qui fait essentiellement partie de la responsabilité n'est pas celle qui déconseille d'agir, mais celle qui invite à agir. Parce que souvent la peur tétanise les êtres humains, mais en fait, elle peut aussi les amener à être prudents. Cette peur que nous visons est la peur pour l'objet de la responsabilité. Il y a des objets dont nous sommes responsables, et en fait, si on a peur pour elles, en fait, c'est qu'on est conscient de leur vulnérabilité. C'est pas une peur purement apocalyptique pour déprimer. La responsabilité est la sollicitude reconnue comme un devoir d'un autre être qui, lorsque sa vulnérabilité est menacée, devient un, entre guillemets, se faire du souci pour lui. Voilà. Donc avoir du souci, ça veut dire se préoccuper, avoir, bon, le concept de souci est présent aussi chez d'autres philosophes, mais bon, ici c'est principalement ça que ça veut dire. Euh, Bon, je suis désolé, j'ai l'impression que j'étais un peu vite sur plusieurs points, donc je conclus et peut-être on peut dire encore 3 minutes sur les trucs qui vraiment n'ont pas été clairs. Donc, moi je trouve que c'est un philosophe très intéressant, Ancionas. Alors, j'ai peut-être insisté un peu trop à votre goût et vous regrettez maintenant de ne pas être allé au concert de jazz sur le phénomène de la vie par rapport au principe responsabilité, mais bon, c'est plus connu aussi, donc je voulais insister sur les soubassements philosophiques qui le mènent à s'interroger sur le rapport à la nature.
Donc je trouve que c'est ce qui est intéressant. Jonas permet de réfléchir sur notre conception de la nature et sur notre action, nos actions sur la nature, en proposant à la fois une philosophie donc de la biologie, une philosophie de la nature, qui fait droit au caractère irréductible des êtres vivants. Alors je me rends compte que je vois d'où vient aussi le problème, c'est que je dis philosophie de la nature et après je parle des êtres vivants. C'est ça qui est gênant. Mais bon. En tout cas, ça c'est quelque chose vraiment de très intéressant philosophiquement. C'est euh, sans faire de l'anthropomorphisme, s'interroger sur la spécificité des êtres vivants dans un monde matériel, mécanique. Bon, ça, c'est une tâche nécessaire pour la pensée, c'est-à-dire il faut trouver une explication à ça. Alors, non, non, bah non, justement, le dualisme, ça vient de Descartes. Bon, on fait souvent des caricatures sur Descartes, mais ça, c'est vrai que Descartes est dualiste, pardon. Donc, Descartes sépare clairement ce qui est du domaine de l'étendue, de la matière, qui est régie par des lois purement mécaniques, et puis la pensée, qui est de l'esprit, la pensée, la conscience. Euh, et Sartre, par exemple, est très inspiré par Descartes, parce que justement, ce dualisme, voilà, il dit, bah, nous sommes une conscience. Alors, ce sera intéressant de voir comment Descartes enfin, se débrouille, parce que lui, il essaye de penser quand même une unité de l'être humain, mais après, bon, dans l'existentialisme, c'est clair que ce dualisme devient très radical et débouche sur un dualisme de l'homme et du monde. C'est pour ça qu'il y a un rapport avec le gnosticisme. J'ai insisté un peu là-dessus parce que c'est assez frappant et c'est assez intéressant de voir des analogies entre des sectes du deuxième siècle et les philosophes existentialistes. Et on se dirait, ah mais non, ben, c'est le XXe siècle, on est vachement avancé et tout. Et en fait, on a des modes de pensée, enfin, on a des théories qui sont les. Il y a une homologie, quoi, structurelle. Euh, voilà. Et, alors, mais bon, ça, j'ai pas eu assez le temps de le développer, mais voilà. Ce qui est intéressant également avec Jonas, c'est que il interroge la place donc de la technique. euh, mais bon, comme l'année prochaine est consacrée à la technique, on aura l'occasion d'en reparler. La place de la technique, ça fait une transition avec l'année prochaine. La place de la technique dans le rapport à la nature et le fait que l'aspect prométhéen, en fait, voilà, de l'être humain, c'est comme ça qu'il commence dans son introduction. Il dit voilà, c'est plus Prométhée enchaîné, parce que Prométhée enchaîné, c'est une tragédie d'Échille. Il dit maintenant, on est dans l'époque de Prométhée déchaîné. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir dans les sociétés industrielles capitalistes modernes. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention.